Ma femme m'a faussement accusé d'adultère. Elle m'a pris mes enfants et j'ai perdu mon emploi. J'ai passé des années à reconstruire ma vie, et quand elle a découvert que j'étais devenu riche, elle a tenté de me poursuivre en justice pour une pension alimentaire. C'est alors que j'ai tout renversé, de la manière la plus inattendue. Je m'appelle Nox 41. Je suis courtier en terrain, parcelles rurales, droit minier et baux agricoles. Ce n'est pas le genre de travail que les gens trouvent intéressant lors des dîners, et cela me convient. L'argent n'a pas besoin d'être intéressant, il doit juste être capitalisé. J'ai rencontré Estella quand j'avais 29 ans. Elle était responsable de la coordination d'événements pour un groupe hôtelier régional, intelligente, organisée, le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce en désordre et lui donner l'air d'être intentionnelle. C'est ce que j'aimais chez elle. Nous avons eu 14 mois de rendez-vous, puis nous sommes mariés un samedi, au début d'octobre. En 3 ans, nous avons eu Rennes, puis Cole, 2 enfants, une maison sur 4 acres, et un mariage qui semblait solide de tous les points de vue extérieurs. C'est ce que j'ai dû accepter, ce n'était pas toujours un mensonge. Les premières années étaient réelles, ou suffisamment réelles pour que je ne puisse pas faire la différence. Ce qui a changé, et j'ai eu amplement le temps d'examiner cela, c'est qu'autour de la 5e année, Estella a cessé d'être présente et a commencé à être stratégique. De petites choses, la façon dont elle gérait l'information avec ses amis, ce qu'elle choisissait de mentionner ou d'omettre. Je l'ai remarqué, mais je me suis dit que c'était le stress. 2 enfants, son entreprise qui grandissait, mon emploi du temps de voyage qui augmentait. Je lui ai donné toutes les explications raisonnables, au lieu de la bonne. Puis Dario est arrivé, elle l'a engagé pour réaménager le bureau à domicile. Son entreprise avait créé des espaces commerciaux locaux qu'elle appréciait. Il est venu chez nous 4, peut-être 5 fois en 6 semaines. Je l'ai rencontré 2 fois, lui ai serré la main, lui ai fait du café, et n'ai absolument rien ressenti à ce sujet. Cette indifférence, je le comprends maintenant, était exactement ce sur quoi il comptait. L'accusation est arrivée un mardi soir de mars. Je venais de rentrer d'un relevé de propriété de 3 jours. Elle portait toujours les mêmes vêtements. Elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine, et je m'en souviens très clairement en raison du caractère répétitif que cela avait, même à l'époque, bien que je n'ai pas pu le nommer alors. Elle m'a glissé une photo. C'était moi à la convention d'acquisition foncière à laquelle j'avais assisté 6 semaines plus tôt, debout à un comptoir d'enregistrement à côté d'une femme avec qui j'avais eu une conversation de 2 minutes sur le programme du panel de l'après-midi. Ce fut l'intégralité de notre interaction. Je ne connaissais pas son nom. Je ne le sais toujours pas. Estella m'a dit qu'elle savait depuis un certain temps, qu'elle avait essayé de l'ignorer, mais qu'elle ne pouvait plus. J'ai nié complètement, immédiatement et avec précision. Je lui ai dit exactement ce qu'était cette photo, un comptoir d'enregistrement, un chevauchement étrange de 30 secondes. J'ai proposé de lui fournir les dossiers d'inscription à la convention. J'ai proposé d'appeler quiconque se trouvait à proximité. Elle a tout écouté, puis a pris son téléphone et a appelé son avocat, pas sa mère, pas une amie, son avocat. À 20h40. Je n'ai compris ce que cela signifiait que le lendemain matin. Quand sa mère avait déjà appelé la mienne, quand 2 de nos amis communs m'avaient envoyé des messages me demandant si j'allais bien, de la manière dont les gens demandent quand ils ont déjà décidé que vous êtes le problème. Quand notre voisine, une femme qui s'était occupée de Rennes École des dizaines de fois, ne m'a pas salué de son Porsche pour la première fois en 4 ans. En moins de 24 heures, l'histoire existait, et ce n'était pas la mienne. Je me suis assis dans mon camion, dans l'allée, cette nuit-là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Une photo, une conversation que j'avais à peine eue, et d'une manière ou d'une autre, le verdict était déjà tombé avant même que je ne comprenne les
Accusation. Puis mon téléphone a sonné. Ma mère, ai-je répondu, en attendant. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être un soutien, ou au moins des questions. Au lieu de cela, elle a dit, Nox, Petra m'a appelé. Elle a dit, tu dois arrêter de mentir aux gens et simplement admettre ce que tu as fait. Petra, ma sœur. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Non pas parce que je traitais cela émotionnellement, j'avais déjà dépassé l'émotion à ce stade. Opérant sur quelque chose de plus froid. J'avais juste besoin d'un instant pour confirmer ce que j'entendais réellement. Ma mère, répétant ce que Petra lui avait dit à mon sujet comme un fait. J'ai dit, maman, je n'ai pas trompé. Estella. Elle a dit, Nox. Petra l'a entendu de quelqu'un qui était là. J'ai demandé. Qui? Elle ne savait pas. Petra n'avait pas dit qui, juste quelqu'un qui était là, ce qui est le genre de source qui ne survivrait pas 30 secondes d'examen. Sauf que personne n'examinait. Il se contentait de le colporter. Ma mère a. Moi, Petra à ma mère, qui que ce soit à Petra. Lorsque l'histoire a voyagé aussi loin, personne ne demande d'où elle vient. Je lui ai dit que je l'aimais et que je la rappellerais bientôt. J'ai raccroché. Je suis resté dans ce van pendant une autre heure. Je ne me suis pas effondré. Je veux être précis à ce sujet. J'étais en train de prendre une décision. Il y a deux façons de réagir quand on réalise que le sol a été coupé sous vos pieds. On peut s'accrocher à quelque chose de solide dans la panique, ou on peut rester complètement immobile et déterminer précisément les limites avant de bouger. J'ai gelé. L'audience de garde a eu lieu 6 semaines plus tard. Je me suis présenté avec un avocat que j'avais trouvé sur recommandation. Un homme assez respectable, expérimenté en droit de la famille, mais le genre d'avocat qui croit que la vérité finit par se manifester naturellement si on la présente calmement. Ce n'est pas le cas. Pas dans une salle d'audience où un côté a déjà contrôlé l'histoire. J'ai appris cela à mes dépens. La garde temporaire a été attribuée à Estella. J'avais droit à des visites surveillées 2 fois par semaine, 2 heures chacune, dans un centre de visite aux murs noircis et à l'éclairage fluorescent qui rendait tout légèrement irréel. La première fois que je me suis assis en face de Reine et Colt dans cette pièce, Reine m'a demandé pourquoi nous n'étions pas à la maison. Elle avait 7 ans. Je lui ai dit que nous réglions certaines choses. Elle a accepté. Les enfants de cet âge acceptent presque tout si vous le leur dites. Vous le dites assez fermement. Cole avait 5 ans. Il voulait surtout me montrer un dessin qu'il avait fait à l'école. Une maison avec 4 personnages dehors. Il les avait étiquetés de son écriture, maman, Reine, Cole, papa. J'ai gardé ce dessin, je l'ai toujours. 2 mois après l'audience, mon employeur m'a discrètement informé que mon poste était en cours de restructuration. Ils ne m'ont pas viré, ils étaient plus prudents que cela. Ils m'ont simplement transféré latéralement à un poste sans contact avec les clients. Et sans structure de commission, et ont attendu. J'ai démissionné la 4e semaine. Ils m'ont envoyé un courriel poli me souhaitant bonne chance. J'ai viré mon premier avocat à peu près au même moment. Pas avec colère, je lui ai simplement dit que j'avais besoin de quelqu'un qui comprenait que ce n'était pas un malentendu, c'était une construction. Il m'a regardé comme si j'étais dans le déni. Je l'ai remercié pour son temps. Sans endroit où aller et personne pour me surveiller, j'ai commencé à tout examiner. Pas avec un plan, pas encore, juste pour comprendre. J'ai sorti tous les dossiers financiers des 2 dernières années, relevés bancaires, historique de carte de crédit, le compte commun du ménage auquel nous avions tous deux contribué. Et là, c'était là, pas évident, assez subtil pour que je le manque. Presque la première fois, une charge d'hôtel 8 mois avant l'accusation, dans une ville où Estella m'avait dit qu'elle rendait visite à une amie d'université.
J'ai recoupé la date avec son calendrier, celui que nous partagions pour la planification, celui dont elle n'avait pas encore révoqué mon accès. Elle l'avait enregistré comme une conférence régionale. L'hôtel se trouvait à 40 miles de l'endroit où le studio de Dario opérait. Je n'ai pas réagi à ce moment-là. J'ai pris une note. J'ai continué à tirer les fils. Pendant 14 mois, 31 000 $ avaient été retirés de notre compte joint en petits retraits à intervalles irréguliers, avec des montants variés à chaque fois. Cela avait l'apparence délibérée de quelque chose conçue pour ne pas paraître délibérée. Et ayant passé des années à observer comment l'argent se comporte lorsque les gens essaient de le cacher dans des transactions foncières, j'ai immédiatement reconnu le schéma. J'ai tout documenté. Je ne lui ai pas dit un mot, à personne. Puis j'ai trouvé les messages. Estella avait minutieusement nettoyé son téléphone, avec soin. Comme elle faisait tout. Ce qu'elle n'avait pas considéré, c'était le compte de sauvegarde familiale dans le cloud que nous avions mis en place 2 ans plus tôt. Pour les photos des enfants. Elle avait oublié son existence. Pas moi. Les messages se sont chargés lentement, un fil de discussion entre Estella et Dario, remontant à 9 mois avant l'accusation. Je les ai lus dans l'ordre, et je veux être précis sur ce qu'ils étaient. Ce n'étaient pas des lettres d'amour. Pas les messages de 2 personnes emportées par quelque chose qu'elles ne pouvaient pas contrôler. C'était de la logistique opérationnelle, des timings. Des contingences ou le genre de conversation que 2 personnes ont quand elles gèrent un projet, pas une relation. J'ai continué à lire, puis je suis tombé sur un message de Dario, 11 mois avant qu'Estella ne m'assied à cette table de cuisine, et je me suis arrêté. Une fois qu'il sera parti, la propriété à son nom sera automatiquement transférée si nous chronométrons la présentation correctement. Es-tu sûr qu'il ne cache rien? Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai mis ma veste, je suis sorti dans mon camion et j'ai commencé à conduire. Sans destination, sans appel à faire, sans personne à prévenir, juste la route. Et le poids total de la compréhension que cela n'avait jamais été une simple aventure. J'ai conduit pendant environ 2 heures avant de m'arrêter à une station-service et de m'asseoir sous l'auvent fluorescent, le moteur au ralenti. Je ne paniquais pas. Je veux que ce soit clair, car je pense que les gens s'attendent à ce que ce moment, la révélation, la preuve, l'image complète, enfin visible, soit le moment où quelqu'un craque. Ce n'était pas comme ça. Au contraire, c'était la première fois depuis ce mardi soir de mars que je me sentais parfaitement calme, car la panique appartient à l'incertitude, et je n'étais plus incertain. Je savais exactement ce qui m'avait été fait, je savais qui l'avait fait, et je savais que si je faisais un faux pas, si j'appelais un avocat cette nuit-là, si je transmettais ces messages à qui que ce soit, si je faisais savoir à une seule personne ce que j'avais trouvé, tout serait fini avant même d'avoir commencé. Ils effaceraient ce qu'ils pouvaient, discréditeraient le reste, et je passerais les 3 années suivantes à être l'ex-mari. Un homme amer qui fabriquait des preuves. L'histoire était déjà écrite. Je ne pouvais pas la réécrire avec du bruit, je ne pouvais la réécrire qu'avec des preuves si claires qu'elles ne pouvaient être réfutées. Alors j'ai passé un appel pas à la famille, pas à un avocat, mais à Phoenix. Phoenix était un détective privé que j'avais utilisé 4 ans plus tôt, lors d'un litige sur les limites de propriété. Un propriétaire voisin avait déposé un relevé frauduleux pour revendiquer 6 acres. Phoenix avait passé 3 semaines à collecter discrètement des documents. Et m'avait remis une documentation qui avait mis fin à l'affaire en une seule audience. Ce dont je me souvenais le plus n'était pas son efficacité, mais le fait que l'autre partie lui avait offert de l'argent pour retarder les découvertes, et il me l'avait immédiatement dit au lieu de l'accepter. C'est une qualité rare. J'avais gardé son numéro. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je lui ai dit que j'avais besoin de le rencontrer en personne, que c'était important, et que j'avais besoin qu'il ne dise à personne que je
L'avait appelé. Il a dit, quand? J'ai dit, demain matin. Il a dit, envoyez-moi l'adresse. Nous nous sommes rencontrés dans un café routier à 60 miles de chez moi. J'ai apporté mon ordinateur portable. Je lui ai tout expliqué les messages, le schéma financier, la note d'hôtel, tout. Il a lu attentivement, n'a pas interrompu, et n'a pas réagi visiblement. Quand il a eu fini, il s'est penché en arrière et a dit 3 mots, ne touchez à rien. Il le pensait littéralement. Ne pas transférer les messages. Ne rien télécharger sur un nouvel appareil sans une documentation appropriée de la chaîne de possession. Ne pas confronter Estella. Ne pas en parler encore à mon avocat. Il fallait monter le dossier correctement, afin que, lorsqu'il arriverait enfin devant un juge, chaque horodatage, chaque trace de métadonnées, chaque document soit irréprochable. J'ai accepté, puis j'ai fait quelque chose qui a exigé plus de discipline que tout ce que j'ai jamais fait dans ma vie. J'ai disparu. Je continuais à me présenter à toutes les visites supervisées sans exception. Chaque mardi, chaque vendredi, 2 heures à la fois, je m'asseyais dans cette pièce basique et j'ai des rênes avec le livre de chapitres qu'il lisait, et j'écoutais Colt expliquer en détails exhaustifs la différence entre différents types de coléoptères. Je ne donnais rien à Estella pendant les remises. Aucune conversation au-delà de la logistique. Aucune réaction, aucun signe que quoi que ce soit avait changé en moi. Ce qui a changé, c'est tout ce qui se trouvait en dehors de cette pièce. J'ai trouvé une propriété à louer dans un comté rural à 4 heures de route. J'ai payé en espèces mois par mois. J'ai donné au propriétaire mon deuxième prénom et un numéro de téléphone lié à un compte prépayé. J'ai complètement restructuré mon travail. Mon courtage foncier avait toujours fonctionné avec un certain degré d'informalité. Je rencontrais les gens. Ils me connaissaient. Les affaires étaient scellées par des poignées de main confirmées. Par des documents. Maintenant, j'ai construit une structure plus propre, une série de SARL enregistrées sous mon deuxième prénom combiné au nom de jeune fille de ma mère. J'ai travaillé par l'intermédiaire de courtiers, de sorte que mon nom apparaissait rarement dans quoi que ce soit de traçable. J'ai continué à acquérir des terres. L'argent a continué de croître. Personne qui connaissait Knox avant ne savait où Knox était allé. Phoenix a travaillé en parallèle. Il a méthodiquement suivi les transferts financiers, comparant les retraits de notre compte joint avec les registres publics des entreprises. Il lui a fallu 7 mois pour le trouver. Une SARL fantôme enregistrée dans un état voisin, répertoriée sous le studio de Dario en tant qu'associé gérant avec un associé silencieux dont les initiales correspondaient à celles d'Estella. Pas son nom complet, juste ses initiales, prudent, mais pas assez. Il a trouvé l'ancienne employée du studio la 2e année, une femme nommée A, qui avait quitté l'entreprise de Dario dans des circonstances qu'elle décrivait comme professionnellement hostiles. Elle ne cherchait pas d'ennui, elle avait simplement pris des notes, comme les gens le font quand ils sentent que quelque chose ne va pas et non personne à qui le signaler. Ces notes décrivaient 2 conversations spécifiques qu'elle avait entendues entre Estella et Dario dans le studio. L'une d'elles faisait référence à la réalisation de la photo. L'autre faisait référence à la synchronisation de la présentation pour qu'elle coïncide avec le discrédit déjà établi de Knox. Elle a volontairement signé une déclaration sous serment. Elle ne voulait pas d'argent, elle voulait juste que cela soit enregistré. Au cours de la 3e année, Phoenix m'a remis un dossier physique de 4 pouces d'épaisseur. Je me suis assis avec Oru, un avocat fédéral à la retraite avec qui mon courtier m'avait mis en contact, le genre d'homme qui choisit ses affaires en fonction de s'il est fait l'offense, et je l'ai regardé le lire tout l'après-midi. Il a posé 3 questions de clarification, puis s'est levé et a dit, quand elle bougera, nous bougerons. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Je
Prenez mon petit déjeuner dans ma propriété locative un jeudi matin, quand un numéro inconnu s'est allumé sur mon téléphone. J'ai laissé sonner. Ils ont laissé un message vocal. C'était une femme s'identifiant comme représentante du bureau de l'avocat d'Estella. Estella avait déposé une demande de pension alimentaire. L'huissier de justice serait à mon adresse enregistrée dans les 48 heures. J'ai appelé Horus. Immédiatement, il a répondu avant la deuxième sonnerie. J'ai dit, elle a déposé la requête. Il y a eu une brève pause, non de surprise, mais de satisfaction. Bien, dit-il, venez demain, nous avons une date d'audience à fixer. Le bureau d'Horus n'était pas ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'un homme de son calibre. Pas de bureau en acajou, pas de diplômes encadrés exposés. Pour que les visiteurs les remarquent. Juste une grande table de travail, deux lampes, un mur de classeurs étiquetés et une fenêtre donnant sur un parking. Il m'a dit un jour que les bureaux impressionnants étaient pour les avocats qui avaient besoin que les clients aient l'impression d'en avoir pour leur argent. Il n'avait pas besoin de cela. Son dossier parlait de lui-même. Nous avons passé 4 jours à nous préparer, non pas à répéter ce qu'il dirait. Je n'allais pas dire grand-chose. Horus était très particulier à ce sujet. Il m'a dit que la plus grande erreur que les personnes innocentes commettent au tribunal est d'essayer de prouver leur innocence. Les jurés et les juges ont vu toutes les versions de cette performance. Ce qu'ils n'avaient pas vu aussi souvent, c'est quelqu'un qui se contente de s'asseoir et de laisser les preuves faire le travail. Nous avons donc préparé les preuves. Chaque pièce était étiquetée avec la date et l'heure, la source. Les fichiers audio certifiés par un consultant externe en audio forensique. Horus utilisait depuis 20 ans, les dossiers financiers recoupés et annotés. L'affidavit notarié est soutenu par sa documentation personnelle. Et l'affidavit de la femme de la photo de la convention qui, lorsque Phoenix l'a contacté par l'intermédiaire d'une connexion professionnelle mutuelle et lui a expliqué comment son image avait été utilisée, a immédiatement accepté. Elle était discrète à ce sujet. Professionnelle, mais je pouvais dire qu'elle était en colère, de la manière dont les personnes posées deviennent complètement en colère. Le matin de l'audience, j'ai enfilé un costume gris foncé que j'avais acheté 2 semaines plus tôt. Rien qui ait l'air cher, juste approprié. J'ai conduit moi-même. Je suis arrivé 11 minutes en avance et je suis resté dans ma voiture jusqu'à l'heure d'entrée. La salle d'audience était exactement aussi quelconque que je m'y attendais. Un palais de justice de comté de taille moyenne, éclairage fonctionnel, banc en bois dans la galerie qui avait absorbé des décennies des pires jours d'autres personnes. Un juge nommé Haro. La cinquantaine, avec des lunettes de lecture sur un cordon, l'attitude de quelqu'un qui avait cessé depuis longtemps d'être surpris par le comportement humain. Estella est arrivée avec son avocat, un homme nommé Prescott, qui avait une réputation régionale de gagner des affaires de pension alimentaire en caractérisant agressivement la partie adverse. Il était doué pour faire passer les hommes pour des gens qui cachaient quelque chose. Il le portait dans sa façon de bouger, délibérée, légèrement théâtrale, le genre d'avocat qui comprend que la présence au tribunal est la moitié de l'argument. Estella était impeccablement vêtue, blazer anthracite, cheveux tirés en arrière. Petite boucle d'oreille en perles. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle voulait, une femme sereine qui avait traversé quelque chose de difficile et tentait simplement de remettre sa vie sur les rails. Elle ne m'a pas regardé. Quand elle s'est assise, je l'ai regardée, sans rien de lisible sur mon visage. Juste regarder. Horus a posé ses dossiers sur notre table sans hâte, a décapuchonné un stylo, a écrit une ligne sur le bloc-notes devant lui, puis a croisé les mains. Ce fut toute sa préparation visible. Prescott a commencé proprement. Il a exposé le récit avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà raconté cette histoire et l'avait vu se dérouler. Knox avait été infidèle.
Knox avait été émotionnellement négligent. Knox avait disparu après le divorce. Avait caché ses revenus grâce à des structures commerciales délibérément obscurcies, et vivait maintenant confortablement, tandis que son ex-femme avait passé 3 ans à supporter tout le poids d'élever 2 enfants avec un soutien financier diminué. Il a demandé une pension alimentaire continue et une vérification judiciaire des biens de Knox. Knox. Son ton était mesuré, presque compatissant, non pas envers Estella, mais envers le tribunal. Il voulait Caro sente qu'il ne faisait que corriger une injustice. Estella a pris la barre. Son témoignage était si posé qu'il m'indiquait qu'elle l'avait répété assez de fois pour qu'il cesse de ressembler à une récitation et commence à ressembler à un souvenir. Elle a décrit le mariage en termes prudents, la distance de Knox, ses absences, l'érosion de la confiance. Elle a mentionné l'affaire de manière oblique, comme quelque chose qu'elle avait essayé de surmonter pour le bien des enfants. Elle est devenue émue 2 fois, brièvement, contrôlée, non théâtrale, efficace. Quand elle a décrit sa situation financière, le travail événementiel qui avait ralenti, les contrats qu'il refusait pour être présente pour Ren et Colt, une vie à peine stable, sa voix portait le registre exact et approprié d'un épuisement tranquille. C'était bon, je lui accorde. Prescott a terminé son interrogatoire direct. Il semblait satisfait. Estella a lissé le devant de son blazer et a attendu. Oru s'est levé et a posé 3 questions. Sa voix était agréable, sans hâte. Les 2 premières étaient procédurales, confirmant son adresse, confirmant les dates du mariage. Puis il a marqué une pause, a regardé son bloc-notes et a posé la 3e. Madame Estella, au cours des 5 années précédant ce dépôt, avez-vous maintenu des relations financières continues avec des personnes extérieures à ce mariage? Estella n'a pas hésité. Non, a-t-elle dit. Calmement, directement, en regardant Horus droit dans les yeux, sans ciller. Horus a hoché la tête lentement. Merci, a-t-il dit et s'est assis. Prescott a semblé momentanément incertain. Il s'était préparé à un combat qui n'était pas venu. Il a pris une note. Le juge Harrow a pris une note. La salle d'audience s'est installée dans le silence particulier d'une procédure qui semblait se dérouler comme prévu. Puis Horus a dit, sans se lever, sans aucun changement de ton, votre honneur, le défendeur souhaite soumettre plusieurs pièces de preuve certifiées et un fichier audiovisuel à l'examen du tribunal. Prescott s'est levé immédiatement. La phase de découverte était terminée. C'était procéduralement incorrect. Il l'a dit avec l'indignation précise d'un homme qui sent que le sol bouge, mais qui ne l'a pas encore ressenti. Horus a répondu sans le regarder. Il s'est adressé directement au juge. Il a expliqué que la certification forensique finale des fichiers audio avait été achevée 6 jours auparavant, dans la période de dépôt autorisé, et que l'avocat adverse avait été officiellement informé par le dépôt du dossier la veille au matin. Harrow a jeté un coup d'œil au dossier de dépôt, puis a regardé Prescott. Les dépôts sont autorisés, a-t-il dit. Procédez. Horus a ouvert son ordinateur portable, l'a connecté au système d'affichage de la salle d'audience avec l'efficacité mesurée de quelqu'un qui avait déjà fait cela et savait exactement ce qui allait se passer. Il s'est tourné vers l'écran et a appuyé sur lecture. Pendant une seconde, il n'y eut rien d'autre que le sifflement ambiant d'un enregistrement audio. Puis une voix remplit la pièce. La voix d'Estella, claire, inimitable, parlant à Dario. Il va se battre. Il faut que la photo suffise. Personne n'a bougé. C'est ce dont je me souviens le plus clairement. Pas de halètement, pas de murmure, juste une pièce pleine de gens qui fonctionnaient avec une version de la réalité, et qui en rencontraient soudain une autre, et les quelques secondes qu'il a fallu à leur esprit pour décider quoi en faire. Le stylo de Prescott était figé à mi-note. Estella était assise à la table du plaignant,
les mains à plat sur la surface devant elle. Le juge Haro avait retiré ses lunettes de lecture. Oru a laissé l'enregistrement se dérouler. Il y avait 4 minutes et 17 secondes d'audio dans ce premier fichier. Estelae. Dario élaborant la logistique de la photo. Quelle copie utiliser? Comment la présenter? Comment expliquer pourquoi elle ne s'était pas manifestée plus tôt? Dario a suggéré de le présenter comme un déni, qu'elle avait espéré se tromper, qu'elle avait eu besoin de temps pour l'accepter. Estella a dit que cela fonctionnerait parce que c'était sympathique. Sans être faible. Elle l'a dit de la manière dont on parle d'un livrable, pas d'un mariage, pas d'une famille, d'un livrable. Quand elle a eu fini, Oru est passé à la pièce suivante sans pause. Les documents financiers sont venus en second. 17 mois de transfert présentés. Sur un seul document à noter, montant, date vérifiée par rapport au registre de la SARL fantôme. Oru l'a expliqué à Haro comme on expliquerait quelque chose à une personne intelligente qui ne l'avait simplement pas encore vue. Il n'a émis aucun jugement de valeur, aucune caractérisation d'Estella, il a simplement tracé l'argent d'un endroit à un autre et a laissé la géographie parler d'elle-même. La SARL avait été enregistrée 14 mois avant qu'Estella ne porte l'accusation. Dario était l'associé gérant. L'associé silencieux n'était répertorié que par ses initiales, mais les registres de l'État exigeaient un nom légal complet sur le document de fondation, un document qui était du domaine public et n'avait simplement jamais été recherché. Phoenix l'avait trouvé en 40 minutes. Personne n'avait pensé à le chercher car personne n'avait su comment le remettre en question. Prescott a soulevé 2 objections pendant la présentation financière. Oru a reconnu les 2 objections avec la même patience douce et a continué. Haro a rejeté les 2 sans irritation visible, ce qui m'a dit qu'il était très attentif. Puis vint à bas. Elle fut appelée comme témoin et prit la barre avec le calme de quelqu'un qui avait décidé bien à l'avance ce qu'elle allait dire et qui ne se laisserait pas détourner de cela. Elle ne regarda pas Estella pendant son témoignage. Pas délibérément, elle n'en avait simplement pas besoin. Elle décrivit ce qu'elle avait entendu dans le studio en un langage simplé. Séquentiel. La conversation sur la façon de faire marcher la photo. La conversation sur la planification de la présentation. Elle avait noté les dates dans un carnet personnel le même après-midi qu'elle les avait entendues, parce que quelque chose qu'elle avait entendu lui avait donné envie d'avoir un registre. Ce carnet avait été notarié comme un document contemporain. Prescott l'a contre-interrogé. Pendant 11 minutes. Il a interrogé ses motivations, son départ de l'entreprise, sa crédibilité en tant qu'ancienne employée mécontente. Abba a répondu à chaque question. Directement et sans émotion. Quand il a eu fini, la seule chose que son contre-interrogatoire avait établi était qu'elle avait quitté la firme de Dario dans des circonstances difficiles, ce qu'elle n'avait jamais nié, et que cela n'avait rien à voir avec ses notes. Le témoin de la convention était le dernier. Elle a pris la barre et a témoigné. Pendant 8 minutes. Elle et moi avions parlé brièvement une fois à un comptoir d'enregistrement. Elle n'avait jamais visité notre ville, n'avait jamais rencontré Estella. Et l'affidavit qui avait été soumis comme preuve à l'appui de la procédure de divorce initiale, celui portant son nom et sa prétendue signature, attestant qu'elle et moi avions maintenu une relation personnelle continue, n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais écrit, vu ou signé. Elle a découvert son existence 4 mois plus tôt lorsque Phoenix l'a contactée. Elle avait immédiatement engagé son propre avocat. La salle d'audience était très silencieuse quand elle a eu fini. Oru a présenté l'analyse graphologique forensique comme sa dernière pièce de preuve. 2 analystes indépendants. Même conclusion. La signature sur cet affidavit ne correspondait pas à la signature du témoin sur 14 échantillons vérifiés. C'était un faux propre et soigné, présenté à un tribunal de justice commune. Preuve authentique.
Prescott a demandé une suspension. Sa voix avait perdu sa précision antérieure. Harrow l'a refusé. Au lieu de cela, il a posé son stylo. A regardé le dossier des preuves devant lui, puis a regardé Estella avec l'attention calme et neutre de quelqu'un qui venait de finir de lire quelque chose très attentivement et en avait compris chaque mot. Je tiens à être très clair, Madame Estella, a dit ce tribunal. Il examine maintenant la décision de garde originale dans son intégralité à la lumière de ses soumissions. Les mains d'Estella, toujours à plat sur la table, ont légèrement appuyé sur la seule fissure visible en 3 ans de construction. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et j'ai regardé vers la sortie. Pour la première fois depuis ce mardi soir de mars, j'ai respiré quelque chose qui ne contenait que de l'air. Les 4 mois après cette audience ont été les plus paisibles de ma vie. Pas un silence vide, mais un silence avec un but. Le genre de silence qui existe quand tout ce qui devait être mis en mouvement a été mis en mouvement et qu'il ne reste plus qu'à le laisser agir. Le renvoi pour fraude de Harrow est allé au bureau du procureur de district dans les 2 semaines suivant l'audience. L'affidavit falsifié soumis comme preuve officielle devant le tribunal lors de la procédure de divorce initiale, portant le nom d'une vraie femme et une signature fabriquée, a été classé sous 2 statuts, fraude procédurale et falsification de documents d'identité. Dans notre État, ces 2 accusations déposées ensemble entraînent une peine minimale obligatoire. Il n'y a pas de libération conditionnelle discrétionnaire. Pas de peine avec sursis pour bonne conduite. Le procureur de district a fortement souligné l'angle de la préméditation et la chronologie révélée par l'épreuve de Knox a rendu la préméditation impossible à réfuter. 14 mois de planification, une société écran, une photographie mise en scène, une signature falsifiée. Estella a été condamnée à 18 mois consécutifs sans libération anticipée. Je n'étais pas dans la salle d'audience pour la condamnation, je n'avais pas besoin d'y être. Dario a été cité lors de l'enquête du procureur de district. Il a immédiatement engagé un avocat et a répondu aux questions avec la précision prudente de quelqu'un qui avait été conseillé de dire le moins possible légalement. Il n'a pas fait face à des accusations criminelles. Son rôle dans la falsification elle-même n'a pas pu être établi au-delà de ce qui était déjà documenté, et le procureur de district avait plus de motifs avec Estella. Mais l'assignation était du domaine public. La SARL fantôme était du domaine public. L'accord financier entre lui et Estella est devenu une partie du dossier civil, qui est également public. Son studio a perdu son contrat corporatif majeur en 6 semaines. L'entreprise qui avait mené un examen d'éthique standard lorsque la citation est apparue dans les nouvelles locales, a trouvé le lien avec la SARL, et a discrètement mis fin à l'accord. Dario n'a pas fermé son entreprise, il est simplement devenu quelqu'un dont le nom portait désormais une histoire dans une région où la réputation professionnelle se propage à travers un réseau suffisamment petit pour que les histoires aient tendance à durer. Je n'ai rien orchestré de tout cela. Je n'ai passé aucun appel, je n'ai rien envoyé à personne. Le registre l'a fait. C'est ça, le truc avec une construction bien faite. On n'a pas besoin de la maintenir. Elle tient toute seule. Petra m'a contacté 6 jours après la condamnation. J'ai laissé son message pendant 2 jours avant de répondre. Non pas pour la punir. J'ai réfléchi à cela attentivement et je ne crois pas avoir agi malicieusement. Estella lui avait dit que Knox avait admis l'affaire en privé à un ami commun. Petra l'avait cru parce que cela venait avec suffisamment de détails spécifiques pour sembler quelque chose qui n'avait pas été fabriqué. Et parce que les gens ne s'attendent généralement pas à ce que leurs proches construisent des mensonges élaborés. Elle l'avait transmis à ma mère parce qu'elle pensait aider ma mère à se préparer à quelque chose de réel. Lorsque l'enregistrement a été révélé et que l'affaire est devenue publique, Petra l'a découvert de la même manière que tout le monde, par le résumé des nouvelles locales. Par le dossier du tribunal.
lisant noir sur blanc que l'histoire qu'on lui avait racontée puis qu'elle avait diffusée avait été fabriquée. Notre première conversation en 3 ans a duré environ 20 minutes. C'était inconfortable, de la manière dont les choses honnêtes sont inconfortables quand il n'y a pas de chemin facile à travers elles. Elle s'est excusée. Je lui ai dit que je comprenais comment cela s'était produit. Aucun de nous n'a prétendu que la compréhension rendait les 3 années plus petites qu'elles ne l'étaient. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, nous n'avons pas clos de chapitre. Nous avons simplement laissé la porte ouverte. C'est suffisant pour l'instant. La garde complète m'a été transférée immédiatement après la condamnation d'Estella. Je voudrais vous dire que le matin où Ren et Cole se sont réveillés, chez moi pour la première fois a été cinématographique, qu'il y a eu un moment que je peux désigner et dire que tout en valait la peine. Mais ce n'était pas comme ça. Ren est descendu avec des chaussettes dépareillées et a demandé si nous avions des œufs. Colt avait déjà trouvé la chaîne des documentaires sur la nature et était complètement absorbé avant même que je ne fasse le café. Je suis resté près de la cuisinière et j'ai fait des œufs, et la télévision était trop forte. Et Ren me demandait quelque chose que je ne suivais pas entièrement parce que j'étais simplement présent chez moi avec mes enfants un mardi matin. C'était tout. C'était le moment. Il ne s'est pas annoncé, il était juste là. Je ne suis pas retourné sur les réseaux sociaux, je n'ai pas donné d'interview, et je n'ai pas fait de déclaration lorsque l'affaire est sortie dans les nouvelles régionales. Les gens qui m'avaient rejeté 3 ans plus tôt l'ont découvert par les mêmes canaux que tout le monde et ont pris leur propre décision sur ce qu'il fallait faire de cette information. Certains se sont approchés, la plupart non. J'ai découvert que cela me disait exactement ce que je devais savoir sur les 2 groupes. La dernière fois que j'ai vu Estella en personne, c'était le jour du jugement civil final. Orué. Moi avons quitté le palais de justice ensemble. Elle était près de l'entrée latérale avec son avocat, attendant les documents. Nous nous sommes retrouvés à nous diriger vers la même sortie. Je ne me suis pas arrêté. Non, mais alors que nous passions près d'elle, suffisamment près pour que nous soyons seuls à ce moment-là, tout le monde à quelques mètres hors de portée d'oreille. Je l'ai dit à voix basse, sans aucune affectation, tu aurais dû t'assurer que c'était toujours brisé. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait rien à dire, et je pense qu'elle le savait. Elle ne regardait pas l'homme qu'elle avait passé 14 mois à démanteler avec soin. Je regardais là. Preuve que cela n'avait pas fonctionné, que pendant qu'elle montait le dossier contre moi, je construisais tout le reste, que rester silencieux n'avait jamais été un abandon, cela avait été une préparation. Je n'écris pas cela par compassion, je n'écris pas cela pour obtenir des applaudissements ou une validation, ou pour voir les gens insulter Estella dans les commentaires. J'écris cela parce que quelqu'un, quelque part, en est à la première année de ce que j'ai vécu. Quelqu'un qui l'a planifié vient de lui couper l'herbe sous le pied. Des gens qu'ils ont cru leur disent que l'histoire est déjà résolue. Ils envisagent de se battre immédiatement et désespérément. Ne le faites pas. Documentez tout en silence. Trouvez quelqu'un qui agit avec intégrité et gardez-le près de vous. Construisez en silence. Ne bougez pas tant que ce que vous avez n'est pas si clair qu'il ne peut être réfuté. Les gens qui ont essayé de vous briser comptent sur vous pour rester ainsi. La chose la plus dévastatrice que vous puissiez faire est simplement de ne pas le faire.